Bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir à l'occasion de l'inauguration du Bioresource Lab pour cette table ronde dédiée au sujet des biodéchets, une ressource d'avenir. Le Bioresource Lab est notre centre de recherche et de développement de Suez dédié à la valorisation des déchets organiques. I'm very glad to welcome you today to this webinar dedicated to the valorization of and the recovery of new resources, of bioresources, bio-waste. This webinar will be translated, will be held into French, but translated to English. So please, if you're an English speaker, please connect on the, you can switch to a channel where you will have the translation in real time. It's on the bottom right of your Zoom tool. Voilà. Je repasse en français pour lancer ce webinaire. Je suis Xavier Litrico, directeur recherche et scientifique du groupe Suez. Le groupe investit en R&D de façon significative, 120 millions en 2019, et l'ouverture de ce nouveau centre de recherche et de développement, Bioresource Lab, en est une nouvelle preuve. Ce centre de recherche, vous allez en avoir une présentation très rapide dans un petit film que nous allons présenter dans quelques minutes, est donc dédié à la valorisation des déchets organiques. Et aujourd'hui, je suis vraiment ravi d'avoir autour de la table des industriels, des chercheurs, une start-up très innovante et un pôle d'expertise autour des bioressources qui vont se présenter tout de suite. Et donc, et Suez, évidemment, et on va parler de ce sujet tous ensemble pour voir comment mieux valoriser cette nouvelle ressource. On est tous ensemble face à des enjeux majeurs, des grands enjeux qu'on connaît tous, le changement, le dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité, comment préserver mieux les ressources naturelles. Nous générons collectivement de plus en plus de déchets. Et donc, cette masse de déchets, en fait, doit être vraiment, dans une économie circulaire, considérée comme une nouvelle ressource. Comment peut-on les valoriser au mieux? Il y a aussi des enjeux, des opportunités là-dessus. Vous savez qu'en Europe, en 2023, nous allons avoir une collecte sélective des déchets organiques. Eh bien, le Bioresource Lab est situé à Narbonne, et au cœur d'un site de gestion de déchets de Suez et en lien avec ses partenaires académiques, industriels, un écosystème d'innovation, cherche à développer des nouvelles solutions, à les tester, à les valider et à les passer à l'échelle industrielle. Je pense que je voulais faire une introduction très rapide et nous allons devant nous 1h30 d'échanges autour de ce sujet. Je pense que pour lancer au mieux ce débat, vous inviter à voir ensemble un petit film de quelques minutes qui a été filmé hier à l'occasion de l'inauguration du Bioresource Lab. Si on peut lancer le film, s'il vous plaît. Ce mardi 8 juin, Suez a inauguré le Bioresource Lab après 5 ans de travaux et 5 millions d'euros d'investissement. Ce centre de recherche et innovation de 1000 m² implanté à Narbonne a pour but de trouver des solutions innovantes pour la valorisation des déchets organiques. En fait, la quantité de déchets dans le monde, sur la planète, n'arrête pas d'augmenter. Et nous, du coup, dans ce laboratoire, on a pour mission d'améliorer la valorisation des déchets organiques. Ces déchets organiques, ils sont cruciaux parce que c'est une matière renouvelable. Ils sont issus de la biomasse, du vivant en fait. Elle est riche parce qu'en fait, elle va nous permettre de substituer des ressources fossiles, de transformer ces matières par exemple en biocarburants. Elles vont nous permettre, avec leur carbone et leurs minéraux, de venir préserver le sol, de séquestrer même du carbone dans les sols pour lutter contre le changement climatique. Et elle va aussi nous permettre de limiter l'exploitation de cette biosphère qui génère toutes ces matières. Autant utiliser ceux qui sont résiduaires plutôt que la matière vierge, brute. Mais avant de pouvoir valoriser tous ces déchets, il va falloir passer par une première étape, la caractérisation. Caractériser les déchets, c'est identifier leur composition, c'est identifier leurs propriétés, en fait leurs caractéristiques principales. Et tout ça, ça va être essentiel pour bien gérer ces déchets, et encore plus si in fine on ne veut pas non seulement les gérer, mais les valoriser.
Et l'un des premiers axes d'études mis en place est le retour au sol. Celui-ci permet la valorisation agronomique des matières organiques. On sait que les sols sont une part importante de notre écosystème. D'eux dépendent plus de 90% de notre alimentation. Donc on travaille ici au Bioresources Lab à développer des nouvelles formulations à partir de nos composts, des fertilisants que l'on retrouve dans nos installations industrielles. On va jusqu'à la culture de plantes à petite échelle, dans des conditions contrôlées. On a une enceinte de culture, on teste des nouvelles idées, des formulations, avant la mise sur le marché et des essais en plein champ, jusqu'à obtenir des produits qui nous apportent satisfaction, qui permettent de stimuler la croissance des plantes, leur système racinaire, et de les rendre par exemple plus résistantes face au stress hydrique. Une autre voie de valorisation étudiée au Bioresources Lab est la méthanisation pour la production d'énergie à faible impact environnemental. Concrètement, c'est simplement convertir de la matière organique pour faire du méthane. On va dire ce qui est visé, c'est de remplacer notre consommation de gaz naturel par le méthane produit par la méthanisation. Et donc là, si on prend les chiffres français, par rapport à la situation actuelle, il faudrait qu'on multiplie par 30 la production de biométhane d'ici à 2050. On veut optimiser le processus et donc on va faire ça dans des conditions bien contrôlées pour orienter les micro-organismes qui vont faire la conversion vers les meilleures performances, les meilleurs rendements de conversion, les meilleures vitesses de production. On imagine donc qu'un déploiement massif de la méthanisation va être nécessaire. Mais d'autres axes de création de valeur sont aussi possibles grâce à la bioraffinerie. Alors l'utilité de la bioraffinerie, c'est de sortir de notre dépendance aux ressources fossiles. Une raffinerie, en fait, ça permet la conversion de pétrole brut en carburant et en diverses molécules d'intérêt, telles que du plastique ou des engrais. Eh bien, la bioraffinerie, ça reprend en fait un principe similaire, mais ça utilise de la biomasse, c'est-à-dire de la matière organique issue du vivant, à la place de pétrole. On apprend à contrôler des procédés naturels au laboratoire pour pouvoir en fait orienter les bactéries pour qu'elles fassent ce qu'on a envie qu'elles fassent en fait. Un contrôle des procédés naturels permis par les 120 millions d'euros investis par Suez en 2019 dans la recherche et l'innovation. Une vraie priorité dans sa stratégie de développement. Le Bioresources Lab, en fait, il s'intègre dans l'ensemble des centres de recherche de Suez. Il est rattaché en fait au CIRSE, qui est le Centre international de recherche sur l'eau et l'environnement. Ce territoire, en fait, il a beaucoup de particularités. La première, c'est d'être un territoire engagé dans la révolution écologique et énergétique avec la région Occitanie et le Grand Narbonne. C'est aussi pour nous un lieu où, historiquement, on a de longues relations avec l'INRAE. Et puis enfin, c'est aussi un endroit où il y a beaucoup de sites industriels de Suez qui nous permettent de faire des expérimentations et l'écopole Suez-Grand Narbonne en est un exemple. En fait, les collaborateurs du CIRSE et spécialement au Bioresources Lab, ils sont extrêmement passionnés par ce métier. Ils sont déterminés et convaincus que finalement on pourra substituer les ressources fossiles par la matière organique qui est dans les déchets organiques. Et moi, c'est ça mon souhait le plus cher en fait, c'est d'arriver à faire émerger des nouvelles filières de valorisation de ces déchets qui soient acceptés, acceptables et qui aient vraiment un impact positif pour l'environnement, pour le capital naturel. Voilà, vous avez eu un bel aperçu des activités présentes et futures du Bioresources Lab. Beaucoup de questions, vous l'avez compris, que nous avons creusées aujourd'hui avec nos participants et partenaires que je remercie par avance de leur contribution. Et je vais tout de suite donner la parole à Joanne de Coninck du pôle Industrie Agro-Ressources qui nous a fait l'honneur et le plaisir de bien vouloir animer ces débats et cette table ronde. Joanne, à toi la parole. Oui, bonjour. Merci Xavier, merci pour cette belle entrée en matière, ce beau film et cette belle réussite hier, en tout cas ensoleillée. Tout cela est de bon augure pour le Bioresources Lab. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Joanne de Coninck, je suis du pôle IAR, le pôle de la bioéconomie en France. Et comme l'a dit Xavier, j'aurai la lourde tâche d'animer la table ronde qui va suivre. Alors, cette table ronde sera dédiée à la bioéconomie, aux biodéchets, aux déchets organiques. Et avant de démarrer, j'aimerais bien peut-être expliquer un petit peu ce qu'est la bioéconomie pour ceux qui ne sont pas initiés, même si je pense que la plupart d'entre vous l'êtes, mais c'est quand même bien de préciser un petit peu les choses. Donc, la bioéconomie, c'est l'économie de la biomasse ou du carbone renouvelable. Son objectif principal, c'est d'optimiser la valorisation des bioressources
qu'elles soient marines, hein, les poissons, les algues, les microalgues, ou terrestres, telles que le bois, les petites et grandes cultures, les ressources animales, etc. Les champs de valorisation sont très vastes. Ils vont de l'alimentation animale à l'alimentation humaine et animale, aux bioénergies, hein, telles que les biocarburants et le biogaz, en passant par la chimie et les matériaux, qui du coup deviennent biosourcés, bien évidemment. Un point essentiel pour la bioéconomie reste la disponibilité de ces bioressources, non seulement à l'instant T, mais aussi sur le long terme. Et c'est là clairement un des verrous pour le développement de certaines solutions durables. C'est là aussi qu'entrent en jeu les déchets ou coproduits organiques, parce qu'ils peuvent contribuer à lever ce verrou et à réduire la pression qu'il pourrait y avoir sur certains intrants, ouvrant ainsi aussi un champ d'exploration incroyable pour la mise en place de nouvelles voies de valorisation et le développement de nouveaux produits. On parle alors d'économie circulaire, et lorsqu'elle touche les bioressources, on parle plutôt donc de bioéconomie circulaire. Donc, je suis heureux pour animer cette table ronde d'accueillir un certain nombre d'acteurs qui sont impliqués tout au long à différents niveaux de la chaîne de valeur de l'innovation des déchets organiques. Cette table ronde sera organisée en 3 temps. Après une courte introduction des participants, on aura un premier temps qui sera consacré à faire une photo de la situation actuelle des déchets organiques. Puis, ce temps sera suivi d'un deuxième temps consacré aux solutions à l'avenir. Puis, pour finir, avec un temps d'échange avec les participants sous forme de questions-réponses que vous pourrez poser tout au long de la table ronde en utilisant le bouton tout en bas de votre écran, le bouton Q&R de l'application Zoom. Marion et Benjamin reprendront au fil du temps les questions de la table ronde et utiliseront ce troisième moment pour se faire votre avocat et passer les questions aux différents intervenants. Voilà. Je vous propose maintenant de commencer directement avec le tour de table de notre table ronde. Et j'invite Jean-Philippe Steyer, honneur aux chercheurs, j'aurais tendance à dire. Jean-Philippe, présentez-vous et en quoi le Bioresource Lab vous intéresse. Merci Johan, bonjour à tous. Donc Jean-Philippe Steyer, je suis directeur de recherche à INRAE et chercheur au laboratoire de biotechnologie de l'environnement à Narbonne et chef de département adjoint du département Transform qui s'occupe de tout ce qui est alimentation, matériaux biosourcés et gestion des déchets. Donc c'est 600 personnes au sein d'INRAE qui travaillent sur le sujet. Et puis, je suis concerné par Bioresource Lab parce que, basé à Narbonne, on est directement en contact avec le laboratoire. Parfait. Alors, de plus en plus, dans les innovations issues de la recherche académique sont industrialisées par des entrepreneurs. Et ça tombe bien parce que nous en avons un parmi nous. Jean Saint-Donat, à vous l'honneur, vous dirigez une future multinationale, en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite à l'avenir. S'il vous plaît, décrivez un petit peu vos activités et en quoi vous êtes concerné par le Bioresource Lab. Bonjour à tous, donc je suis Jean Saint-Donat, le président de Afiren Neoxy, qui est la société de projet du groupe Afiren qui est en train de construire une unité de fabrication de produits chimiques à partir de coproduits sucriers sur le site de Saint-Avold. Donc oui, clairement, nous sommes au cœur de l'économie circulaire par notre projet. Nous utilisons des coproduits sucriers et nous les utilisons pour faire des produits chimiques de premier ordre. Donc clairement, nous sommes dans cette culture globale de l'économie circulaire avec des vrais enjeux. On y reviendra sur le fait d'avoir une logique générale de zéro déchet. Donc clairement, on est dans la logique générale que vous venez de décrire, Johan, du Bioresource Lab. Parfait. Et alors, pour compléter les invités de la table ronde, nous avons une petite start-up représentée par Paul-Joël Derian qui va nous présenter rapidement cette petite start-up qui est intéressée aussi par les bioressources, qui en produit, qui en génère, qui les recycle, etc. Paul-Joël, trêve de plaisanterie, merci de nous présenter Avril, s'il vous plaît. Oui, bonjour Johan. Non, mais tu as raison. Avril, c'est une start-up qui est encore récente. Nous n'avons que
35 ou 40 ans. Donc, en fait, et encore l'ambition de grandir. Non, merci. Bravo à Suez pour la mise en place de ce laboratoire sur les bioressources et sur l'économie circulaire. Je pense que c'est un signe très fort de leadership qu'ils ont pris et on ne peut que se féliciter de cette initiative. Alors, Avril, il est dans le monde des agro-ressources. C'est un groupe qui fait 6-7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et moi, je suis en charge de l'innovation, du développement durable et puis d'une ligne de business qui est directement concernée par le Bioresource Lab, puisqu'effectivement, je suis président d'une filiale commune que nous avons avec Suez qui s'appelle Terial et qui valorise un certain nombre de biodéchets en fertilisation organique. Donc, tu vois, Johan, qu'on est au cœur du sujet. Merci, merci. Alors, on ne pouvait pas faire une table ronde sur le Bioresource Lab sans avoir les invités du jour, en l'occurrence Suez. Et donc, le dernier participant à la table ronde sera le représentant de Suez pour cette table ronde, Laurent Galtier. Merci de vous présenter et de donner vos activités. Et je ne vais pas aller jusqu'à demander vos interactions avec le Bioresource Lab parce que vous en êtes plus ou moins à l'origine en tant qu'employé chez Suez. Merci Johan. Effectivement, je dirais que l'aboutissement du Bioresource Lab, c'est vraiment un travail d'équipe et je crois aujourd'hui qu'on peut être très fiers de ce qu'on a découvert hier au cours de l'inauguration. Donc, pour me présenter, Laurent Galtier, je travaille effectivement à la direction technique et performance du groupe et je suis plus particulièrement en charge de la coordination de nos activités de traitement et valorisation des déchets organiques en qualité de leader d'activité leader organique, voilà, pour le groupe. D'où ma présence à cette table ronde. Parfait. Parfait, parfait. Alors, restez avec votre caméra allumée, Laurent, parce que je vais m'adresser à vous. Les premières questions vous seront directement adressées en tant que Suez et je vais dire organisateur un petit peu de cet événement. Dites-nous, on a vu dans le film précédent qui introduisait un petit peu le sujet et puis ça a été discuté, ça a été décrit aussi hier, mais la plupart des participants à ce webinaire n'ont pas forcément eu l'occasion de participer hier aux festivités. Dites-nous un petit peu, on parle beaucoup depuis hier donc de biodéchets, de déchets organiques. C'est quoi la réelle différence entre les deux? Comment vous établissez ce classement biodéchets et déchets organiques chez Suez? Alors le classement, on peut le faire de cette manière-là. C'est vrai que les biodéchets, ça représente véritablement les déchets alimentaires, dont les restes de repas, hein, que ce soit à domicile ou en restauration collective. Et ça englobe également ce qu'on appelle les déchets verts, dont les déchets verts sont essentiellement les déchets de tonte, hein, de pelouse, d'entretien de jardin. Donc ça regroupe les biodéchets. Les déchets organiques, c'est un terme qui est bien plus large, qui englobe les biodéchets, mais qui englobe également pas mal d'autres types de matières. On inclut dedans les déchets de bois, les déchets de papier-carton, les bouts de stations d'épuration, les déchets des activités agro-industrielles, ainsi que les déchets agricoles. Donc ça, vous voyez, c'est autant de matières qui sont autant de gisements possibles avec des potentiels formidables en termes de valorisation. Et je crois que c'est ce qu'on va chercher à vous faire découvrir aussi au cours de cette table ronde. Alors, plus précisément, dites-nous un peu, décrivez-nous un petit peu les activités actuelles de Suez sur ces matières, je n'aurais pas tendance à dire déchets, mais plutôt coproduits organiques aujourd'hui éventuellement, parce que vous avez parlé justement de gisements et non pas de déchets. Donc, décrivez-nous un petit peu en quoi consiste le travail de Suez dans ce domaine. Oui, c'est vrai que vous avez raison, c'est vrai qu'on peut parler de ressources. Hein. Je crois qu'on aime à parler de ressources parce que c'est un gisement qu'on peut exploiter. Alors, aujourd'hui, les activités de Suez en matière de gestion de ces déchets organiques, elles sont assez larges. Je vais essayer de les résumer en reprenant finalement la chaîne de valeur ou la chaîne de gestion des déchets organiques. Déjà, si on regarde les producteurs de déchets organiques, on travaille aujourd'hui, par exemple, aux côtés de ces producteurs pour les aider déjà à réduire le gaspillage alimentaire. Ici, j'aurai deux exemples à citer. Un premier, aux côtés de Sodexo, on est dans une coalition qui s'appelle la coalition justement sur les déchets alimentaires, où on travaille avec eux sur justement la réduction du gaspillage. Et c'est quelque chose qu'on a pu mettre en pratique aussi dans notre collectif qui s'appelle la défense des aliments,
dans la Défense des Aliments qui regroupe des restaurateurs et les cantines sur le quartier de la Défense. Et là, on a vu que notamment la mise en place de pesées systématiques permet de réduire le gaspillage alimentaire. On a observé une réduction de l'ordre de 13% des volumes de déchets produits dès lors qu'on met en place cette pesée et donc cet apprentissage et cette connaissance des quantités et des possibilités de gaspillage. Voilà. Donc ça, c'est les exemples que l'on fait en amont avec les clients producteurs. Ensuite, si on descend à la chaîne de gestion, on a également mis en place une solution qui me paraît extrêmement innovante et extrêmement pionnière dans le domaine. C'est une solution qui s'appelle Organix. Organix, en fait, c'est une plateforme d'intermédiation donc, qui permet de mettre en relation des producteurs de déchets organiques avec des utilisateurs de déchets organiques. Et en l'occurrence, Organix s'adresse essentiellement aux méthaniseurs. Donc, ces méthaniseurs qui cherchent des déchets organiques, ils peuvent les trouver sur la plateforme Organix. C'est une plateforme Internet. Et aujourd'hui, on peut être fier de dire que c'est la première place de marché aujourd'hui en France sur la méthanisation des déchets organiques. Et un seul chiffre à ce sujet, l'an dernier, cette plateforme a permis à 100 000 tonnes de déchets organiques de trouver preneurs sur le marché de la méthanisation. Alors, une fois qu'on descend encore dans la chaîne de gestion, pour parler ici des usines de transformation. Alors, c'est vrai que Suez exploite environ une centaine d'installations de transformation de ces déchets organiques. Pour les résumer, on va dire qu'elles sont de deux ordres principaux. On parle tout d'abord des plateformes de compostage, donc qui permettent de composter les déchets organiques pour en faire du compost normé, qui doit répondre à des critères de qualité pour pouvoir être valorisé sur les terrains agricoles. Et la deuxième typologie de transformation, c'est la méthanisation, donc qui va permettre de convertir le déchet organique en biogaz, donc en énergie renouvelable, et également en digestat, qui lui-même peut avoir des applications agronomiques intéressantes et retourner au sol. Aujourd'hui, on exploite ces installations dans un but soit donc, de production d'énergie verte, et aujourd'hui, l'ensemble des installations de méthanisation que l'on a dans le groupe permettent de produire l'équivalent de la consommation de 430 000 foyers. Vous voyez, donc c'est quand même des volumes d'énergie qui commencent à être très significatifs. Dans ce domaine-là de la valorisation du biogaz, on travaille avec un partenaire et petit à petit, on est en train de monter en échelle avec la société Prodeval sur les solutions de valorisation de ce biogaz. Et pour vous donner une idée, un chiffre sur la dynamique du marché de l'épuration du biogaz, Prodeval aujourd'hui exploite 105 installations d'injection de biométhane et il prévoit de doubler ce nombre d'ici la fin de l'année. Donc on voit qu'il y a une dynamique importante sur le marché du biométhane et de l'énergie verte. Enfin, si on descend maintenant dans la chaîne de gestion et qu'on se rapproche, on va dire, des utilisateurs finaux et notamment du monde agricole, on voit qu'ici, il y a une thématique qui est très très forte, qui est le besoin de traçabilité des matières. Et aujourd'hui, donc, Suez a développé une solution qui s'appelle Sludge Advance, qui est finalement un portail digital basé sur la technologie de la blockchain, qui permet de tracer le devenir, par exemple, des bouts de stations d'épuration entre leur lieu de production et leur lieu d'utilisation sur les parcelles agricoles. Donc, c'est très très fin et ça permet d'avoir cette traçabilité, surtout du coup de gagner la confiance, autant des clients amont que des clients aval, sur le suivi de la qualité et la conformité de la qualité des produits. Aujourd'hui, c'est un sujet qu'on a expérimenté sur la métropole de Nantes et d'ores et déjà, on a environ une dizaine d'utilisateurs, collectivités et entreprises qui vont adopter cette solution dans les années à venir. Enfin, je finirai sur la valorisation des composts en France. Et c'est vrai que pour faire le lien avec Paul-Joël Derian qui est avec nous autour de cette table ronde et le groupe Avril, on a depuis 2019 signé un partenariat fort dans le cadre d'une JV qui s'appelle Terial qui permet la commercialisation des 400 000 tonnes de compost que l'on produit aujourd'hui à l'échelle nationale pour assurer leur commercialisation vers le monde agricole. Voilà, j'ai essayé de vous donner un aperçu en quelques minutes de ce qu'on fait dans ce domaine. Merci beaucoup Laurent. Puis vous me facilitez la transition car effectivement l'agronomie est une des nouvelles voies de valorisation explorées, notamment par la société Avril. Et donc Paul-Joël, merci peut-être de rallumer votre caméra et votre micro. Et pouvez-vous nous dire un petit peu en quoi Avril est concerné par les déchets organiques, notamment sur le plan agricole éventuellement?
La première chose déjà, c'est qu'Avril est un groupe industriel, Johan, et nous produisons des déchets. Nous sommes un producteur de déchets à travers, par exemple, le raffinage des huiles. Nous sommes le premier producteur français d'huile végétale. Et cette production d'huile dans le raffinage produit des coproduits. Et ces coproduits, ce sont des déchets organiques. En fait, ces coproduits peuvent être utilisés soit pour leur valeur marchande en food. Donc, on est proche de la bioraffinerie. On va avoir les huiles, on va avoir les lécithines, on va avoir des tocophérols ou des molécules de ce type que l'on va commercialiser dans les marchés du food ou du personal care. Il y a aussi des cires et des coproduits plus difficiles à valoriser qui, eux, vont être vendus dans le marché de la méthanisation pour effectivement booster la performance des méthaniseurs industriels et agricoles. Donc, première chose, producteur de déchets, comme beaucoup d'entre nous. Ou dans le cas plus récent d'une usine que l'on est en train de construire avec notre partenaire DSM à Dieppe, les procédés d'extraction des protéines végétales conduisent à extraire un certain nombre de produits organiques dans l'eau. C'est l'eau qui est de l'eau de process, et cette charge organique va être utilisée pour faire du biométhane, comme c'était illustré précédemment. Puis, de façon plus large, le groupe Avril est un groupe qui intervient en tant que fournisseur d'aliments pour l'élevage. Ces aliments pour l'élevage, les animaux de bouche vont effectivement produire des déchets organiques. Ces déchets organiques, en fait, le retour au sol de ces déchets organiques à travers des engrais formulés, tels qu'on les a vus d'ailleurs dans le film, c'est l'activité de Terrial. Terrial, c'est aujourd'hui déjà le numéro 1 français de ces engrais naturels qui sont excessivement demandés par des marchés en croissance comme le marché du bio. On sait que lorsqu'on va soi-même en tant que consommateur acheter des fruits et des légumes, on a plutôt tendance à aller vers ce type de produits. Et puis, même les grandes cultures aujourd'hui deviennent de plus en plus demandeuses d'engrais naturels, mais de façon aussi plus importante, demandent un retour au sol de matière organique, parce que les sols se sont appauvris depuis un certain nombre d'années en matière organique, et ce n'est pas l'ajout de minéraux qui leur permet effectivement d'avoir des capacités de rétention d'eau. Donc en fait, tu vois que Johan, qu'on est dans un schéma d'économie circulaire, on prend de la terre, on l'utilise, on fait un certain nombre de valorisations dans le food, dans l'alimentation animale, dans la chimie, dans les matériaux, et puis on favorise le retour au sol pour effectivement permettre de recommencer un nouveau cycle. Donc voilà un tout petit peu où se situe le groupe Avril dans ses activités principales relatives à ce que l'on a décrit au niveau de ce laboratoire qui vient d'être inauguré. Voilà, et de votre point de vue, quels sont les avantages ou les contraintes, ou les deux éventuellement, parce qu'il y a certainement avantages et contraintes à utiliser dans les process d'aujourd'hui, ces fameux déchets organiques comme, on va dire, matière première finalement, parce qu'ils redeviennent une matière première d'un autre procédé. Alors, ils deviennent matière première d'un autre procédé ou d'un retour au sol, comme je viens de le décrire. Alors, la première chose sur laquelle il faut être clair, c'est que même si le gisement est considérable, c'est un gisement qui est limité. Et donc, ce gisement qui est limité, s'il est utilisé à faire quelque chose, il ne peut pas être utilisé à autre chose. Et donc, on voit aujourd'hui de plus en plus quand même des conflits ou des usages qui se développent d'ailleurs différemment. Il y a des premiers usages simples, des usages plus sophistiqués qui se développent. Mais en tout cas, le même gisement de déchets ne peut pas être utilisé à la fois pour faire de la méthanisation, des engrais ou de la production chez Afiren de nouvelles molécules chimiques. Donc, il faut avoir conscience effectivement que ce gisement, il est important, mais il est limité. Il est limité aussi parce que les producteurs de ces déchets, à la fois le consommateur, mais les industriels, et ça a été illustré tout à l'heure par un des propos, apprennent à moins utiliser, à moins produire de déchets.
Donc, c'est un des sujets sur lesquels il faut qu'on soit clair. Je sais que Suez explique souvent la pyramide de valorisation des différents déchets avec des valeurs qui sont différentes suivant que le déchet est enfoui, valorisé énergétiquement, recyclé, voire du up recycling. Mais je pense qu'effectivement, il faut avoir beaucoup de clarté et je pense qu'un groupe comme Suez a un rôle important d'aider les décideurs, d'aider les décideurs politiques, mais d'aider aussi les industriels à faire les bons choix sur les bonnes valorisations en reliant effectivement les schémas de valorisation à des critères objectifs. Je pense par exemple à des bilans carbone ou à des bilans environnementaux. Ok, merci Paul-Joël. On va parler un peu recherche et je vais me retourner maintenant vers Jean-Philippe Steyer. Donc Jean-Philippe, merci, bravo. Vous avez déjà allumé votre caméra et votre micro, c'est parfait ça. Je vois qu'il y a eu de l'entraînement. Donc, mais ça ne m'étonne pas de chez INRAE. Hein. INRAE est toujours prêt, donc voilà. Dites-moi un peu, Jean-Philippe, technologiquement parlant, quels sont les principaux verrous pour la valorisation des déchets organiques aujourd'hui? Vous êtes un peu au cœur de l'innovation, donc vous devez les connaître. Donc, quels sont les défis que vous rencontrez aujourd'hui? Alors, les défis sont nombreux et multiples, mais plus que des défis ou des verrous, moi je le vois comme des challenges. Donc le premier c'est que les déchets sont variables. Ça paraît une banalité ce que je vais dire, mais une poubelle à Narbonne, une poubelle à Strasbourg ou à Rennes est différente. Et ça varie suivant les pays, ça varie aussi suivant le temps. Une poubelle en janvier ne sera pas la même qu'une poubelle en juin. Donc la première chose, c'est qu'il n'y a pas une solution, mais il y a des solutions et que les solutions sont complètement territorialisées. Donc le territoire, aujourd'hui, a un rôle important. Le second verrou, c'est que les déchets sont difficiles à caractériser. Imaginez que vous voulez connaître le potentiel méthane d'une poubelle. Il y a un protocole qui est une norme, mais ce protocole prend à peu près un mois avant d'avoir le résultat. Donc, caractériser un déchet, ça prend du temps. Nous, on travaille sur des solutions technologiques innovantes, avec une start-up en particulier, autour de l'infrarouge, de la spectrométrie infrarouge, pour caractériser en temps presque réel le potentiel méthane des déchets. Et puis, au-delà de la biodégradabilité des déchets, il y a aussi une notion qui se développe de plus en plus, qui est la notion de bioaccessibilité. Pour faire simple, imaginez qu'une noix de coco et une pêche qui aient les mêmes propriétés de potentiel méthane, par exemple, les mêmes caractéristiques, et vous imaginez bien qu'en termes d'accessibilité, ça va être complètement différent si vous voulez dégrader une noix de coco ou si vous voulez dégrader une pêche. Un autre verrou qui nous concerne particulièrement au niveau de la recherche, c'est l'hétérogénéité. L'hétérogénéité, ça veut dire que vous allez travailler dans des réacteurs qui sont essentiellement triphasiques. Il y aura du solide, il y aura du liquide, il y aura du gaz. Et c'est relativement difficile à mélanger et à homogénéiser. Et le verrou pour nous aussi, au niveau de la recherche, c'est comme on travaille à petite échelle en général, mais vous imaginez bien que faire passer un déchet dans un tuyau de 1 mètre de diamètre, c'est plus facile que de faire passer un déchet dans un tuyau qui fait quelques millimètres de diamètre. Et donc, le travail à petite échelle est assez difficile pour nous. Ceci étant, ces déchets peuvent être pré-traités. Pré-traités, ça veut dire chauffer, mélanger, broyer. Et enfin, on a tous dit à nos enfants, si jamais tu coupes et tu mâches bien, tu digéreras mieux. C'est un peu le même principe pour les déchets, de les rendre plus digestibles. Alors, pour parler du défi sociétal, qu'en est-il un petit peu, parce qu'effectivement, il y a les verrous technologiques et vous en avez abordé certains, on n'a pas le temps forcément de tous les aborder, mais vous en avez identifié déjà quelques-uns. Sur le plan sociétal, vous avez justement parlé des enfants, mais qu'en est-il sur l'acceptabilité sociétale liée au développement de cette technologie ou de ces nouveaux produits issus de ces déchets organiques?
Est-ce que la société est prête à accepter d'utiliser des produits neufs, certes, mais issus d'un déchet organique? Alors, la première chose, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses à partir de déchets, mais il faut les trier. Il faut bien les sélectionner. Et aujourd'hui, le citoyen, de façon très générale, de mon point de vue, ne se sent pas assez concerné du devenir du déchet. Que ce soit de l'eau usée, une fois que c'est à l'égout, on ne s'en occupe plus. Et une fois que la poubelle est dans le conteneur, on ne regarde pas, on ne se sent pas forcément concerné. Donc, il y a une histoire de tri au départ qui devrait être fait et une acceptabilité des produits qu'on pourrait obtenir, des bioplastiques par exemple, des fertilisants, ça a été évoqué. Et puis, la dernière chose, c'est que, et là c'est une contrainte, je dirais, économique, c'est que de façon générale, on n'est pas assez prêt à payer un peu plus pour une valorisation efficace des déchets. Et donc, le coût du traitement, de la valorisation est une limitation très souvent. Malgré ces contraintes technologiques et, on va dire, sociétales, il y a quand même des tendances d'usage qui se dessinent, non? Donc, qu'est-ce que vous voyez, vous, en tant que chercheur, comme tendance d'usage se profiler à l'horizon pour les déchets organiques? Je pense qu'on va, les tendances sont, moi je suis optimiste, je pense qu'on va vers une utilisation accrue de tout ça. La méthanisation, la digestion aérobie, pour ne parler que d'elle, puisque c'est quand même un peu le cœur de la valorisation des déchets organiques, a évolué. À une époque, c'était le traitement, juste purement le traitement. Ça a été, avec les années, c'est devenu un traitement, une production d'énergie via le biogaz. Aujourd'hui, c'est considéré aussi, avec le retour au sol des digestats, dans un système agroécologique qui a une vocation d'impact environnemental positif. Et puis l'autre chose, c'est que on réalise que les déchets ont de la valeur. Donc la méthanisation, pour moi, c'est vraiment une histoire ancienne, mais pour aujourd'hui et puis pour demain. Ça a été évoqué dans un petit film. On parle aujourd'hui de bioraffinerie. Alors la bioraffinerie, c'est essentiellement sur les plantes, mais la bioraffinerie environnementale, ça concerne tous les déchets. On peut faire beaucoup de choses à partir des déchets. Et quand on s'inscrit là-dedans, il y a des tendances, alors il y a soit des nouveaux organismes qui sont utilisés, par exemple les microalgues, mais soit des nouveaux procédés qui commencent à voir le jour. Un exemple purement illustratif, c'est tout ce qui est les systèmes bioélectrochimiques. Donc, les systèmes bioélectrochimiques, ça marie la chimie, la biologie, puis l'électricité. Si on met des électrodes dans un réacteur avec des micro-organismes qui vont traiter des déchets, on peut faire de l'électricité. Ça marche. On ne peut pas faire beaucoup de puissance, donc l'utilisation est limitée. Mais par contre, on s'est aperçu avec les années que si jamais on appliquait une différence de potentiel entre deux électrodes, on pouvait forcer les voies métaboliques et donc les produits obtenus par les écosystèmes lors de la dégradation et la valorisation des déchets. Et on pouvait faire dialoguer les bactéries. Le dialogue, les bactéries, il faut savoir qu'elles se parlent. Elles se parlent en échangeant des électrons. Et donc là, on peut jouer sur les choses. Puis bon, je n'ai pas le temps, mais on pourrait aussi, enfin, je vous assure, il y a un peu de romantisme autour de ces interactions de ces bactéries qui vont dégrader des déchets. Donc il y a beaucoup d'histoires à découvrir encore. Voilà, merci Jean-Philippe, merci pour la passion que vous avez envers le traitement de ces déchets organiques et la manière dont vous parlez de ces fameux consortiums bactériens qui nous aident à dégrader les déchets organiques. Alors, vous l'avez compris, hein, au-delà de la simple valorisation des bioressources, les enjeux de la bioéconomie sont eux globaux. Hein. On adresse aussi bien des thématiques telles que la substitution des ressources fossiles, le changement climatique, la protection de l'environnement. Et cela se fait inexorablement par la mise en place de réglementations favorables à l'émergence de nouvelles filières biosourcées, des réglementations favorisant les innovations dans le domaine ou éventuellement aussi donnant un coup de pouce à leur industrialisation. Et là, on parle de biointrants, hein, comme l'a bien fait Paul Joël, ou de molécules à haute valeur ajoutée. Dans les bioénergies, on peut parler aussi d'hydrogène,
biométhane, biocarburant aéronautique par exemple, ou même au niveau alimentaire, protéines alternatives, fibres végétales ou fibres alternatives aussi aux fibres fossiles. Et c'est là, en fait, le rôle d'IAR que de favoriser l'émergence de ces projets d'innovation et d'industrialisation de solutions durables. À ce titre, je suis aujourd'hui très heureux aussi pour la deuxième partie je dirais, de ce webinaire ou de cette table ronde, de donner la parole à une des pépites du pôle qui est accompagnée depuis ses débuts par le pôle IAR et dont le projet industriel est en train de se concrétiser et devrait démarrer, être en production dans les prochains mois. Donc Jean, merci d'être présent aujourd'hui. Alors je sais que c'est un contexte un peu particulier pour Afiren. J'imagine que la construction de votre première usine doit aussi occuper beaucoup votre agenda, mais merci de nous consacrer un peu de temps et de nous décrire un petit peu le parcours d'Afiren, parcours du combattant pour les startups, comme dans tous les domaines, il n'y a pas que le domaine de la bioéconomie, mais qui voit aujourd'hui une première unité industrielle émerger. Donc, racontez-nous un petit peu votre parcours. Écoutez, Afiren, c'est une aventure qui a démarré en 2012 et qui, à l'image de ses fondateurs, s'est focalisée très vite sur les technologies de fermentation de coproduits de façon générale, même si Afiren Neoxy, le projet dont on parlera un peu plus tard, est lui très centré sur un coproduit. Notre technologie est aujourd'hui relativement robuste et peut utiliser tout un ensemble en fait, de coproduits, voire de déchets organiques. Donc une création de société en 2012, une volonté très rapide des fondateurs de se focaliser sur la valorisation chimique de produits, c'est-à-dire pas du tout de la méthanisation, mais vraiment d'aller chercher ce que la nature est capable de synthétiser par fermentation. Et on est arrivé sur, assez naturellement, c'est le cas de le dire, sur les acides carboxyliques. Donc ce sont des produits qu'on appelle les acides gras volatiles, donc entre 2 et 6 atomes de carbone. Donc c'est une vraie technologie qui est arrivée à un point d'industrialisation en 2016-2017. Un pilote a été démarré à ce moment-là. Et puis, c'est là où la décision a été prise de se lancer dans l'industrialisation, de se lancer de devenir industriel, c'est-à-dire d'être peut-être à travers le temps, pour reprendre votre mot, Johan, de moins en moins une start-up, mais de plus en plus un industriel. Ce qui demande évidemment d'industrialiser le procédé, ce qui demande des matières premières en quantité industrielle, ce qui demande un site industriel, et puis ce qui demande un financement, c'est quand même le point fondamental, un financement significatif. Afiren Neoxy, le projet que je dirige aujourd'hui, c'est un investissement à Carlin, un investissement global de 60 millions d'euros en termes de CAPEX. Donc c'est significatif, ça montre qu'il faut trouver ce financement à travers le temps pour une première usine. C'est quand même un point très important, même si on avait un pilote qui tournait, même si on avait, je pense, mis autour de la table un certain nombre de savoir-faire industriels qui sont quand même très importants pour réussir ce genre de choses, surtout pour une société en émergence comme la nôtre. Donc, comme vous le disiez, une unité dont la construction va se terminer à la fin de 2021 et un démarrage dans la foulée dans les premiers mois de 2022. Donc, si pour résumer, le pas de temps, et vous n'êtes pas les seuls, on a pas mal de startups qui sont au pôle IAR, qui sont en cours d'industrialisation, d'ailleurs dont certaines sur la même plateforme que vous à Carlin. Et quand on compare les pas de temps entre la genèse de l'idée ou de l'innovation au laboratoire jusqu'à l'industrialisation, en grosso modo, nous avons un pas de temps d'environ 10 ans. Donc, c'est le pas de temps de la chimie classique, quelque part. Donc, la bioéconomie, les biotechnologies utilisent plus ou moins le même pas de temps entre l'idée de l'innovation et son industrialisation et elles sont aussi très énergivores ou très énergivores en CAPEX, pour reprendre cette expression. Dites-nous un petit peu aussi en quoi consiste la technologie Afiren.
Alors, la technologie Afiren, fondamentalement, c'est l'alliage de deux choses. C'est l'alliage d'un savoir-faire unique en matière de fermentation. On utilise des organismes naturels, mais on guide les organismes naturels de façon à faire les produits qu'on a envie d'obtenir. La nature a tendance à aller d'un certain côté et on essaye, par notre savoir-faire fermentaire unique, eh bien d'orienter vers le maximum de valorisation en termes de produits chimiques. Donc ça, c'est la première partie de l'alliage. La deuxième partie de l'alliage, c'est comment extraire et purifier ces produits chimiques qui ont été fabriqués par la fermentation pour en faire des produits qui sont vendus sur spécifications pétrochimiques existantes. Donc, vu de nos clients, il faut que le passage de l'option pétrochimique, pour la plupart existante aujourd'hui, à l'option Afiren, donc avec une technologie 100% biosourcée, est relativement facile. Et c'est l'alliage de ces deux technologies, donc la fermentation et un vrai savoir-faire unique en matière d'extraction et de purification, qui fait aujourd'hui l'offre de valeur d'Afiren. D'accord. Alors, on l'a déjà mentionné, la disponibilité des déchets organiques, certes, elle est abondante, mais quand même limitée. Ça a été précisé par Paul Joël, d'ailleurs, juste avant. Dites-nous un petit peu, quelle est la stratégie mise en place par Afiren pour pérenniser un petit peu cette filière d'approvisionnement en déchets organiques? Alors, Paul Joël et Jean-Philippe en ont parlé précédemment et je pense que c'est très vrai. Le sujet de fond de toutes les matières premières quand on parle de coproduits, où on parle de déchets, c'est toujours un triptyque qui est fait, de disponibilité, homogénéité de la charge, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est son coût d'accès. Et puis le troisième point, c'est tout l'aspect traçabilité et réglementation. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, Johan, nous sommes capables d'utiliser tout un ensemble de produits, de coproduits ou de déchets. On a choisi pour notre premier projet industriel, pour avoir une facilité de mise en œuvre optimale, d'utiliser des coproduits sucriers qui sont très largement disponibles par millions de tonnes en France, des coproduits de l'industrie de la betterave sucrière, et qui sont capables donc de nous alimenter. Notre consommation est tout à fait minime par rapport à la production globale de l'industrie sucrière. Donc aujourd'hui, on a fait ce choix. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut utiliser que ça. On est toujours à l'écoute de nouvelles options dans le cadre de la réglementation, dans le cadre des coûts et de la disponibilité. Il y a un point fondamental, donc on ne répétera jamais assez pour la qualité du développement de la biotech industrielle, c'est qu'elle doit être compétitive. Ça, c'est extrêmement important parce que c'est ça qui assure sa pérennité à travers le temps. D'accord. Et quel est le business model d'Afiren pour les prochaines installations? Vous marchez comment en fait? Vous allez reproduire vos usines à l'infini un peu partout dans le monde sous le nom d'Afiren ou Écoutez, globalement, on a vocation à être opérateur, c'est clairement dit. Donc, on aura sans doute des reproductions d'unités existantes. Il y a d'autres matières premières qu'on est en train de regarder aussi, parce que d'autres matières premières veut dire d'autres mix de produits, donc des choses qui peuvent être intéressantes. Encore une fois, on a notre vrai savoir-faire technologique, c'est vraiment cet alliage de fermentation et d'extraction-purification d'acide carboxylique. Donc, avec d'autres matières premières, on peut faire d'autres produits. Donc, refaire ce qu'on fait à Carlin, sans doute, et faire grandir Carlin, sans doute aussi, mais on a aussi d'autres idées. D'accord, parfait. Parfait. Je vais passer maintenant à Paul Joël pour revenir un petit peu sur Avril, un groupe qu'on aime bien en polyAR. Donc, ça me permet de réinterpeller Paul Joël. Du coup, donc, quelle est la vision d'Avril pour répondre aux enjeux de la bioéconomie et plus particulièrement, du coup, parce qu'aujourd'hui, on parle plutôt de bioéconomie circulaire. Donc, c'est quoi la vision long terme d'Avril dans ce domaine-là? Je crois déjà que c'est au niveau de la conception de nos produits, de nos procédés, qu'il faut prendre en compte effectivement le besoin
de recycler, de réutiliser. Et effectivement, aujourd'hui, la difficulté que nous vivons tous, c'est qu'on essaye de corriger ce qu'on a fait dans le passé. J'aimerais citer Afiren, avec qui nous travaillons actuellement. Afiren a un coproduit dans la gestion, dans son procédé, il produit un coproduit. Et avant que l'usine ait démarré, on a travaillé ensemble, ils ont travaillé avec Suez, ils ont travaillé avec nous, et on a mis au point effectivement des engrais issus des coproduits qui sont générés par le procédé d'Afiren. Donc Jean parlait effectivement des produits principaux. Il ne faut pas oublier aussi le coproduit qui est directement valorisé et qui a été prévu et conçu pour effectivement être valorisé en engrais et dans le domaine des engrais organiques, puisqu'effectivement, ce sont des sels de potasse. Et donc, on se félicite effectivement de cette collaboration, mais ça montre aussi, ce n'est pas complètement un hasard qu'aujourd'hui, Suez, Afiren et nous, Avril, à travers Terial, on soit à la même réunion, parce que pour concevoir effectivement des procédés efficaces, il faut être très agile, il faut prendre en considération le devenir et donc de ces coproduits ou de ces déchets. Et donc cette conception, elle ne peut se faire que dans un modèle de business assez différent, presque écologique, un écosystème aussi des entreprises entre elles qui sont capables de concevoir ces procédés. Je prends un deuxième exemple, c'est chez Suez, chez Avril, nous avons aussi une activité autour de la mise au point de nouvelles résines naturelles pour les panneaux de bois, une résine 100% biosourcée. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsque l'ensemble de nos meubles, pratiquement chez soi, ce sont ce qu'on appelle de l'aggloméré ou du médium, du MDF, ce sont des panneaux qui sont bien faits effectivement en bois, parfois on coproduit, on déchets du bois, mais qui comportent des résines qui sont quand même peu désirables, des résines uréformol qui remplissent nos intérieurs d'émanations de formaldéhyde qui sont quand même qui est quand même un cancérigène notoire, ou qui sont des résines dont la production chimique est très dangereuse, qui sont des produits type des isocyanates, très, très, très dangereux à produire et dangereux à utiliser. Et donc aujourd'hui, à Avril, nous mettons au point à travers cette start-up interne Evertree des résines 100% biosourcées et dès le 1er juillet, les premiers panneaux commerciaux avec notre partenaire Panneaux de Corrèze seront mis sur le marché, des médiums qui seront 100% biosourcés. Alors qu'est-ce que ça change? Ça change déjà qu'on remplace des produits chimiques par des produits naturels, mais ça change beaucoup de choses aussi autour de la recyclabilité de ces panneaux de bois. Les panneaux de bois, je me souviens de mes années passées chez Suez, on savait que ces panneaux de bois étaient des panneaux, des déchets pas réutilisables facilement parce que leur produit de combustion produisait des émanations toxiques. Si demain le panneau de bois est entièrement naturel, du bois et puis des résines 100% biosourcées, le recyclage de ces panneaux de bois sera beaucoup plus facile. Et au lieu d'être des bois B déclassés, ce sera des bois qui seront entièrement recyclables et on pourra refaire des panneaux de bois à partir des produits en fin d'usage et d'utilisation. Donc c'est aussi au niveau de la conception qu'il faut prendre en compte ce besoin d'économie circulaire à travers effectivement des entreprises qui elles-mêmes ont la volonté de changer, je ne vais pas dire changer le monde, mais en tout cas la façon de concevoir le monde. Et les engagements que nos entreprises, nous prenons tous, Avril, nous venons de redéfinir notre raison d'être. La raison d'être d'Avril, c'est servir la Terre. C'est une très belle raison d'être. Et cette raison d'être, servir la Terre, on la décline en engagements. Et autour de ces engagements, il y en a 6. L'un, c'est autour d'une agriculture plus durable, mais un autre, c'est autour de contribuer à limiter le réchauffement climatique entre 1,5, en tout cas nettement en dessous de 2 degrés. Et donc, on s'est engagé à réduire de 30% nos émissions de gaz à effet de serre. Et cet engagement, non seulement on le fait sur le scope 1 et scope 2, mais en fait, on vient de faire notre bilan carbone et 90% de notre bilan carbone vient
de nos produits, de l'usage de nos produits, des matières premières et de l'usage de nos produits, donc de notre amont agricole. Et donc, il faut qu'on contribue à la réduction de l'empreinte carbone aussi du monde agricole, et à travers effectivement ce que l'on fait ensemble, l'utilisation des déchets organiques comme matière première pour faire des engrais, eh bien, on contribue à une agriculture plus durable, moins émettrice de gaz à effet de serre, et donc on contribue effectivement à lui. Donc c'est dans cet ensemble-là qu'il faut se positionner et travailler collectivement à une planète plus sûre et plus durable. À entendre votre enthousiasme, Paul Joël, il n'y a que des avantages à utiliser des déchets organiques. Mais je pense qu'il doit quand même avoir quelques freins. Donc, est-ce que vous en avez certains à nous citer, par exemple? Déjà, la première chose, je l'ai dit, il faut que les déchets soient produits et soient produits de façon, j'allais dire, propre. Un des gros problèmes, c'est qu'on a produit pendant des années des déchets sales, en les mélangeant. Donc, ça a fait le bonheur d'industriels comme Suez d'apprendre à les trier et à les valoriser. Ce n'est pas la meilleure façon quand même de faire. Donc, produisons des déchets propres. Produisons aussi des déchets qui ne sont pas contaminés par des matières premières non désirables, qui ont conduit d'ailleurs le législateur à mettre en place des barrières parce qu'il y avait de la méfiance. La méfiance vient du fait qu'il y a eu un manque de transparence. Je pense que cette nouvelle économie, cette bioéconomie passe par beaucoup plus de transparence et beaucoup plus de sérieux. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, lorsqu'on est transparent ou sérieux, on peut expliquer aux consommateurs l'usage de ces produits. Des laboratoires comme le Bioresources Lab amènent où l'INRA amène la connaissance scientifique pour effectivement leur caractérisation. Et dans la conception, si on a conçu un procédé correctement, qu'on a bien séparé les matières, qu'on a utilisées pour le bon usage, je ne vois pas beaucoup de problèmes. Et le législateur commence à le reconnaître et va commencer à l'utiliser et à faire en sorte que cette bioéconomie se développe le plus naturellement possible. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Paul Joël, pour ces précisions. Donc, comme vous le voyez, hein, cette économie circulaire n'est pas facile du tout à appréhender. Et puis, au fur et à mesure des innovations, il se crée des nouvelles voies de valorisation. Celles-ci entraînent une certaine concurrence entre les filières pour un même gisement. Ça a été cité plusieurs fois au début de cette table ronde. Mais quels critères prendre en compte finalement pour favoriser une filière plutôt qu'une autre? Tantôt les bénéfices environnementaux, sociétaux, économiques. Dites-moi, Jean-Philippe Steyer, vous à l'INRAE, quel est votre point de vue sur ce point-là? Doit-on privilégier les bénéfices environnementaux, sociétaux, économiques, ou faire un bon compromis de tout ça pour obtenir, je dirais, le meilleur compromis finalement? Je vais faire une réponse de Normand, V3, mon général. Je vais juste les illustrer. Il y a quelques années, et Paul Joël en a parlé, il y a une expertise collective qui a été faite pour les ministères de l'Agriculture et de l'Environnement sur des mesures à prendre en compte et à mettre en œuvre au niveau d'une exploitation agricole, sans changer le revenu de l'agriculteur et sans changer les rendements de production, pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Mais sur les 105 millions de tonnes qui sont émis par an en moyenne en France, on peut réduire ce pourcentage de 30%. Et sur ces 30%, 30% sont directement liés au développement de la méthanisation, à des coûts en plus qui sont tout à fait abordables. Les enjeux, ils sont d'aller plus loin que ça encore en termes d'environnement, puisqu'on peut raisonner la méthanisation pas simplement pour réduire les déchets et les traiter les déchets, mais aussi tout ce qui a été évoqué autour du retour au sol, des digestats et fertilisation amendement associée. Ça, c'est le premier enjeu. Le second enjeu, c'est l'enjeu énergétique. On parle souvent de production d'énergie associée aux déchets. C'est une chose.
directement associé à l'énergie, il y a le stockage de l'énergie aussi qui rentre en compte. Et là, le traitement des déchets via la méthanisation couplé à l'hydrogène, donc ce qu'on appelle la biométhanation, peut être un moyen de stocker très efficacement l'énergie. Il faut garder en tête qu'une station d'épuration dans un pays développé, c'est 3 à 5% de la dépense énergétique d'un pays. Donc, si on arrive à faire des stations d'épuration à énergie positive, on peut gagner en énergie. L'autre chose, c'est que les déchets, c'est l'enjeu économique. Les déchets ont de la valeur. Il faut raisonner les déchets dans un contexte de bioéconomie circulaire, ça a été évoqué. Je mettrai juste un exemple qui est autour de la vigne, qui est quelque chose qui est important en Narbonne. La vigne a des difficultés liées au changement climatique, au réchauffement climatique, puisque des impacts d'évaporation de l'eau fait que le stress hydrique peut avoir un effet très, très négatif sur à la fois la quantité et la qualité de raisins et de vin. Il se trouve que la vigne a besoin d'eau essentiellement en été, quand il y a les touristes. Donc, des travaux qu'on mène en ce moment, c'est sur la réutilisation des eaux traitées, bien sûr, pour réutiliser en irrigation. Et donc, on voit que là, directement, il y a une économie circulaire qui se fait de façon naturelle. Et puis, la dernière chose, c'est des enjeux écologiques. Il y a beaucoup de procédés qui se développent, qui sont ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Et puis, il y en a une qui m'inspire particulièrement, qui est toute la bio-inspiration qu'on a vue avec Suez autour des systèmes digestifs des animaux au sens large, en se disant que nos systèmes digestifs, c'était des très bons méthaniseurs. Et comment on allait s'inspirer de ce qu'a trouvé la nature comme solution pour développer de nouveaux procédés. Et donc ça, c'est des choses qui sont en lien avec l'écologie et qui méritent d'être développées. Donc il n'y a pas une solution, je l'avais dit en introduction, il y a des solutions. Il n'y a pas un enjeu, mais il y a plusieurs enjeux qu'il faut combiner. D'accord. Et finalement, dans cet environnement en perpétuel mouvement, comment avance l'INRAE outre votre stratégie propre long terme, on va dire, de recherche plutôt fondamentale, on va dire celle-là dans cette valorisation des déchets. Quelle place laissez-vous aux partenariats industriels, par exemple? À INRAE, on a deux mots-clés qui sont science et impact. Donc, il faut qu'on fasse de la science qui soit belle, utile, partagée et responsable. Donc, le partenariat, c'est un mot-clé important pour nous. Donc, au raison de ça, au niveau de notre laboratoire à Narbonne, on est une trentaine de personnes. On a plus de 60 emplois en activité directement liées à nos activités de recherche. Donc, c'est des emplois industriels. Donc, 2 emplois pour un emploi, on va dire, de fonctionnaire, de chercheur. On a créé des startups, on est en lien avec des partenaires multiples. Ça permet aussi d'avoir des liens privilégiés pour placer nos étudiants. Et puis, pour ce qui concerne Bioresources Lab, on a toujours travaillé sur le long terme. Donc, le partenariat, nous, on l'inscrit sur la durée. Donc, Bioresources Lab, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, parce que c'est un vrai projet de partenariat, avec chacun à sa place, avec les thématiques industrielles et puis qui sont partagées avec nos thématiques de recherche. Il y a un troisième acteur qui est aussi et qui nous tient à cœur en tant que chercheur, qui est le développement territorial. Donc, le Grand Narbonne est associé à cette activité. Puis l'idée, c'est par exemple avec Guillaume Heras, du Grand Narbonne, de développer un territoire d'innovation qui va pouvoir avoir des valeurs au niveau économique pour tout le territoire du Grand Narbonne. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que les INRA et IRSTIA ont fusionné il y a 1 an et demi maintenant. Et donc, on espère bien pouvoir faire bénéficier aussi nos partenaires de Rennes, de Paris, de Lyon, de Toulouse, de Bioresources Lab, et de développer, multiplier les partenariats autour des sujets qui sont intéressants pour vous et pour nous. Voilà, parfait. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Laurent, côté Suez, dites-moi, quelle est la vision pour répondre aux enjeux de la bioéconomie?
quelles sont les solutions que vous avez un peu dans vos tiroirs en gestation et que vous ouvrez en fonction de l'apparition du gisement, de l'intérêt industriel de certains de vos partenaires pour ces nouvelles solutions. Dites-nous, racontez-nous un petit peu vos secrets, si vous en avez. Alors, je crois qu'ils ont été dévoilés en partie déjà hier, au moment de l'inauguration du Bioresources Lab, et je crois que ça a été la parfaite illustration des thématiques sur lesquelles nous allons travailler sur cette plateforme. Je vais essayer de les résumer en 4 points, qui sont nos 4 principaux axes comme vous dites, de réflexion dans le domaine de la valorisation des déchets organiques. Comme ça a été dit précédemment, en fait, les déchets organiques, on les valorise déjà aujourd'hui, mais l'idée aujourd'hui, c'est d'aller plus loin dans les modes de valorisation, d'aller plus loin dans la création de valeur. Alors, les 4 axes sont les suivants. Le premier, c'est le domaine des biofertilisants et des services rendus aux agriculteurs de manière générale. Alors, sur les biofertilisants, aujourd'hui, le groupe Suez, par exemple, produit déjà environ 1 million de tonnes de compost à l'échelle du groupe. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on met déjà aujourd'hui sur le marché, de la même manière que les digestins ou les bouts de station d'épuration. Donc là, l'idée, c'est d'aller plus loin. Donc, aller plus loin, comment ? C'est aller plus loin en formulant par exemple des composts enrichis, en formulant des engrais organominéraux issus du recyclage, voire même en formulant des biostimulants et des molécules d'intérêt pour l'agriculture qui vont y compris répondre au biocontrôle. Donc tout ça, on sait que ce sont des sujets en plein développement dans le domaine agricole, que ça fait partie d'ailleurs des challenges de la transition agricole vers des pratiques plus vertueuses. Et cette substitution possible des engrais chimiques par des engrais issus du recyclage, ça c'est un vrai challenge pour Suez et c'est un vrai challenge pour le Bioresources Lab. Dans le domaine des services rendus aux agriculteurs, qui fait toujours partie de ce domaine de l'agriculture, on a annoncé tout récemment un partenariat avec AgData Hub et Orange Service, un partenariat qui vise justement à accompagner la transition écologique du monde agricole. Et comment est-ce qu'on va les accompagner ? On va les accompagner concrètement par des solutions digitales, des expertises technologiques qui permettent par exemple d'avoir accès à des objets connectés, à avoir des capteurs dans le domaine de l'environnement pour mieux mesurer les émissions, mieux mesurer les consommations en eau. Et c'est autant de services apportés au monde agricole pour les accompagner justement dans cette transition environnementale. Voilà, donc ça, on va dire, c'est le premier grand bloc autour des engrais et de l'accompagnement de la transition du modèle agricole. Le deuxième axe, c'est sur les énergies. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les énergies, de la même manière, on en produit déjà aujourd'hui. J'ai cité tout à l'heure la valorisation du biogaz, du biométhane, et les 430 000 foyers qu'on dessert aujourd'hui déjà en termes de production d'énergie verte. Mais pareil, dans ce domaine-là, on veut aller plus loin. Et on pense qu'il y a ici un domaine prometteur qui est celui des biocarburants. Pourquoi prometteur ? Parce que c'est un domaine auquel s'intéressent beaucoup les politiques publiques. On voit qu'il y a des ambitions, il y a des feuilles de route gouvernementales dans les différents pays européens qui visent à augmenter la part d'incorporation des biocarburants dans les carburants traditionnels. Alors ces biocarburants, on y travaille de différentes façons. On y travaille d'abord, par exemple, avec Prodeval, sur la production de biocarburants véhicules dans le bio-GNV. Et c'est vrai que ce bio-GNV, il est intéressant parce qu'il permet à la fois de réduire l'impact carbone, il permet aussi d'améliorer la qualité de l'air en ville, qui est un autre vrai sujet autour de ces biocarburants. Donc ça, c'est le premier axe sur lequel on travaille. Le deuxième axe sur lequel on travaille, c'est la transformation de déchets organiques en biocarburants. Alors ça, on y travaille suivant 2 voies de transformation. On va dire une voie d'abord thermique, qui est la gazification, donc conversion par exemple de déchets de bois en biocarburants avancés. Par exemple pour des applications dans le domaine routier, mais aussi dans le domaine aéronautique. Vous avez vu l'année dernière très certainement la feuille de route annoncée par le gouvernement sur l'incorporation de biocarburants dans le domaine aéronautique. C'est un enjeu aussi très important pour participer à la décarbonation du transport aérien. Et la deuxième voie sur laquelle on travaille en termes de production de biocarburants à partir de déchets, c'est une voie plutôt fermentaire, où là on s'intéresse à des déchets lignocellulosiques. Ça a été très bien illustré hier par Marion et Benjamin sur Narbonne, où on voit les possibilités de conversion, par exemple, de déchets de papier-carton en sucre, puis la fermentation de ces sucres en éthanol pour de l'application en éthanol routier. Voilà. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on travaille et sur lesquels on espère arriver à
à des réalisations concrètes dans les prochaines années. Allez-y, excusez-moi. Ouais, je finis. Il m'en reste deux. Voilà, il me reste les biomolécules, mais je crois que les biomolécules ont déjà été très bien décrites par Afiren, donc je ne reviendrai pas dessus, par Jean. Voilà, ces acides carboxyliques, je crois qu'il y a un potentiel considérable autour de ces molécules plateformes, et les déchets organiques peuvent évidemment contribuer à l'émergence de ces molécules plateformes. Le dernier axe que je voudrais décrire ici, qui est le quatrième axe, c'est sur la capture du carbone. On voit bien aujourd'hui qu'on a effectivement des enjeux forts autour du changement climatique et de la capture du carbone. Et c'est vrai que les déchets organiques, de par leur composition riche en carbone organique, peuvent être un levier important pour participer à ces enjeux de transformation. Là-dessus, je citerai deux exemples. Le premier exemple, c'est un sujet que l'on développe en partenariat avec la société Fermentalg. Donc, c'est un procédé qui consiste en fait à cultiver des microalgues à partir du CO2 produit par l'épuration du biogaz. Voilà, donc on est vraiment dans des boucles courtes et ce CO2 qui est utilisé comme nutriment pour la culture de microalgues permet à la fois de stocker, de capter le carbone et aussi de produire des molécules d'intérêt, par exemple pour la smart agriculture. Donc ça, c'est aussi très intéressant comme modèle, c'est quelque chose sur lequel on est en train d'avancer de manière très significative. Et le deuxième sujet dans le domaine de la captation du carbone, c'est la pyrolyse. Alors c'est vrai que la pyrolyse, et notamment la pyrolyse de certains déchets lignocellulosiques, je pense aux déchets de bois par exemple, peuvent conduire à la production de biocharbon. Et c'est vrai que le biocharbon, il est intéressant parce qu'il est vraiment une forme séquestrée de carbone qui ensuite, dans ces différents modes de valorisation, et notamment, pourquoi pas aussi dans des valorisations agronomiques, permettent aussi de conserver le carbone dans les sols et de le séquestrer sur des temps, on va dire, plus long terme et participer ainsi à la réduction de l'empreinte environnementale. Donc, j'imagine que pour mettre en place toutes ces nouvelles solutions, vous envisagez beaucoup de partenariats industriels et commerciaux. Cela est bien ancré, je pense, maintenant dans la stratégie de Suez, n'est-ce pas? Oui, complètement. Mais je pense que la table ronde illustre bien cette notion de partenariat. On est conscient qu'on ne peut pas y aller tout seul. On est conscient que si on veut accélérer le déploiement des solutions en les mettant plus rapidement sur le marché, il faut s'associer aux personnes, aux industriels, aux académiques qui ont déjà une connaissance soit des marchés, soit des process pour accélérer cette industrialisation. Alors, c'est vrai que les partenariats, ils sont nombreux dans le domaine des déchets organiques. On a effectivement des partenariats technologiques comme avec Afiren. On peut avoir des partenariats commerciaux comme avec le groupe Avril sur la JV Terrial. La commercialisation aujourd'hui de la totalité des composts qu'on produit en France par la société Terrial n'est pas le fruit du hasard. C'est parce que Terrial a des réseaux de commercialisation plus développés que lorsqu'on pouvait avoir. Donc, c'est une vraie valeur ajoutée et une vraie complémentarité de compétences entre nous, producteurs de compost, et Terrial, capables de commercialiser ces composts sur le marché. Et évidemment, il y a aussi les partenariats académiques. La proximité du Bioresources Lab avec le LBE et l'INRA Narbonne n'est pas aussi le fruit du hasard. On est profondément convaincu que la meilleure compréhension des mécanismes, par exemple dans le domaine de la méthanisation, nous permettra à la fois d'être déjà plus performants à court terme sur les rendements de nos méthaniseurs, mais aussi nous permettra d'aller potentiellement vers des ruptures de process, de fonctionnement. Jean-Philippe a cité la bioélectrosynthèse, c'est aussi des choses que l'on ne pourrait pas investiguer tout seul, très clairement. Merci beaucoup, Laurent, pour toutes ces considérations et pistes de développement dans le domaine des déchets organiques. Je pense que maintenant, il est temps de passer à la troisième partie de cette table ronde, troisième partie qui sera consacrée à l'interaction avec les participants à cette table ronde, donc avec vous qui nous regardez actuellement. Donc, je vais demander à tous les participants à la table ronde, Laurent, Jean-Philippe, Paul, Joël, Jean, de rouvrir leur caméra et leur micro.
Et Marion et Benjamin, si vous le voulez bien, je pense qu'il doit y avoir pas mal de questions. En tout cas, je vois pas mal de questions défiler sur le chat et sur le Q&A. Si vous pouviez peut-être nous donner un petit peu les questions, les adresser aux participants, qu'ils puissent répondre et avoir un peu ce temps d'échange avec la salle. Dites-moi, Benjamin. Oui, tout à fait. On a déjà pas mal de questions qui ont été adressées et résolues, donc vous pouvez en lire une bonne partie dans le chat en direct. Pour les autres qui ont été likées, et certaines ne sont pas visibles malheureusement, donc je vais vous les rapporter. J'ai une question notamment d'Étienne Paul qui mentionne le fait qu'effectivement ces gisements organiques sont en quantité limitée et il se pose donc la question de comment hiérarchiser leur utilisation aussi bien sur les aspects économiques qu'environnementaux. Je pense que c'est une question qui peut être répondue et adressée par plusieurs membres, donc n'hésitez pas, plusieurs panélistes. Alors, la personne qui souhaite prendre la question. Qui veut bien se lancer? Je veux bien démarrer, mais je crois que ça a déjà été un peu dit. Enfin, déjà, il y a une dimension de caractérisation qui est fondamentale, hein, c'est-à-dire d'adresser le bon déchet dans la bonne filière. Dans la connaissance de la composition du déchet organique est fondamentale. Ensuite, le choix entre les filières, je crois que c'est un savant mélange et un savant équilibre entre d'abord des enjeux de proximité. Je crois que les filières, elles ne seront durables que si elles sont de proximité. Donc, quelles sont les solutions que l'on a à proximité de la production? Et ça, évidemment, après, ça va induire des bénéfices sur l'impact environnemental de la filière, en réduisant bien évidemment le transport. Et ensuite, voilà, c'est aussi un équilibre par rapport au quel est l'impact et le bilan carbone, je crois que ça avait été cité par Paul Joël, aussi quelle est l'empreinte environnementale de la solution. Voilà, c'est un début de réponse et je laisse mes collègues compléter. Ouais, je veux bien compléter là-dessus, Laurent. Je pense que c'est aussi comprendre à quoi servent ces biodéchets. Je pense effectivement à ceux qui servent à la méthanisation. Peut-être qu'économiquement, il est plus intéressant de vendre ces composés. Je parle par exemple le groupe Avril, on en produit un certain nombre qui sont vendus sur la méthanisation. Et c'est peut-être plus simple pour nous de faire un contrat avec un gros méthaniseur territorial et puis de ne pas chercher à trouver la meilleure optimisation en termes d'usage. En fait, ce n'est pas le choix qu'on a fait. On a fait le choix, effectivement, de comprendre où l'usage de ces composés va avoir le plus d'impact dans des filières. Et là, par exemple, c'est dans le cas de la filière agricole. Les méthaniseurs agricoles se développent. La méthanisation agricole, c'est le fruit des cultures de couverture qui sont faites pour limiter les émissions de gaz à effet de serre par l'agriculture et pour optimiser le fonctionnement de ces méthaniseurs agricoles et pour permettre que les produits, les digestats retournent au sol comme fertilisation, il y a besoin de ces coproduits dont je parlais dans ces usages pour permettre effectivement la production de biogaz dans des conditions satisfaisantes dans la méthanisation agricole. Je suis un peu long, mais je veux expliquer qu'il faut comprendre les usages et pas simplement s'intéresser à leur valeur économique immédiate. Et aujourd'hui, effectivement, le commitment que l'on peut avoir vis-à-vis du monde agricole, c'est aussi cette compréhension des usages qui sont faits et des développements de ces nouvelles filières plus durables, plus circulaires. Merci, Paul Joël. Je me permets juste de compléter cette réponse parce que je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit. Et en gros, il n'y a pas une solution, mais il y a des solutions et le contexte territorial est important. Il faut bien voir, c'est que dès qu'on parle de bioéconomie, donc l'économie de la biomasse, comme tu le disais, Joanne, il y a l'aspect territorial, l'aspect circularité géographique qu'il faut intégrer, mais il y a aussi un point important qu'on n'a pas forcément en tête, c'est l'aspect circularité temporelle. C'est-à-dire que ce qu'on fait aujourd'hui ne doit pas impacter ce qu'on aura demain, parce que si jamais on veut que ça soit pérenne, il faut qu'on raisonne sur le long terme et sur le pluriannuel. Et donc cette circularité, elle est aussi dans le temps, elle n'est pas que dans l'espace. Et les solutions, il faut les raisonner aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que ce qu'on fait aujourd'hui, il ne faut pas que ça impacte ce qu'on aura demain. D'accord. Benjamin, Marion, avons-nous d'autres questions pour nos panélistes?
Oui, tout à fait. Il y a une question intéressante de Martha Pericone qui demande, je pense que la question peut être adressée à Firen pour le coup, comment vos clients et vos fournisseurs de matières ou de déchets, justement, vous aident à améliorer la circularité et mieux ancrer les activités dans la bioéconomie? Écoutez, clairement, je vais rebondir d'ailleurs sur ce qui vient d'être dit, parce que je pense que c'est aussi un élément de réponse pour la question qui m'est posée. C'est que dans le monde dans lequel nous entrons, je pense que la notion de circuit court est très importante pour plein de raisons. De solidité de la supply chain, mais aussi parce que le bilan carbone est quand même quelque chose qui va diriger nos affaires. Donc clairement, une des raisons pour lesquelles, je vais être très pratique, une des raisons pour lesquelles on est allé mettre notre usine à Carlin, et on est très content d'y être, c'est parce qu'elle est entourée de l'industrie sucrière européenne, à la fois dans l'Est, le nord de la France, le sud de la Belgique, l'ouest de l'Allemagne. Il y a des unités sucrières un peu partout, et nous pensons que ces unités sont pérennes, et elles sont à moins de 200 km de l'unité de Carlin. Donc ça, je pense que c'est important. La deuxième chose, c'est nos clients qui sont très intéressés par le circuit court, qui sont très intéressés par le bilan carbone de nos produits, et qui nous permettent de concrétiser cette notion de circularité. Paul Joël parlait tout à l'heure de notre partenariat avec Terial. Mais clairement, ce qu'on a fait, c'est que la potasse qui arrive dans nos matières premières d'origine agricole, elle ressort sous forme minérale, et ce produit minéral, on le renvoie à la terre. Donc notre client, en l'espèce, dans le cas d'espèces cétériales, on fait un retour à la terre, entre autres dans les produits sucriers, là d'où viennent nos matières premières. Donc je pense que cette réalité de nos fournisseurs et de nos clients, à partir du moment où on choisit bien l'endroit où on pose son unité industrielle, ça devient assez naturel. D'accord, merci. Merci pour ces précisions, Jean. Benjamin, d'autres questions? Oui, je pense qu'on a le temps pour une dernière question. Après, on va essayer de clôturer à l'heure ce webinaire. Pour une dernière question, j'ai noté celle de Pierre Achard qui s'adresse à Paul Joël. Il s'interroge sur l'avenir des mécanismes de paiement pour services environnementaux. Ça rejoint aussi la question du prix du carbone, je pense. Et comment on imagine demain les services environnementaux fournis par les activités de la bioéconomie. Donc, comment on est susceptible de se faire rémunérer pour ceci? Alors, le sujet, il est très important pour l'agriculture et pour l'agriculteur, parce qu'en fait, la fuite, c'est souvent l'agriculteur qui l'a subi, la fuite de valeur. Alors, il y a un certain nombre de services qui sont simples. On demande à un agriculteur de mettre en place un certain nombre de services environnementaux. On les lui paye, c'est facile. Je pense qu'on peut les utiliser de façon plus maligne pour favoriser effectivement une économie plus durable. Et je pense par exemple à ce que l'on a mis en place récemment qui s'appelle Oleose, où on explique à l'agriculteur quelles sont les bonnes pratiques agricoles qui permettent d'améliorer le bilan carbone de sa pratique. Et donc, il est capable de calculer son bilan carbone et directement sur la plateforme, on lui dit à quelle valeur on achètera sa production pour permettre effectivement de fabriquer des biocarburants à bilan de gaz à effet de serre bien meilleur. C'est comme ça qu'on arrive à faire aujourd'hui des biocarburants qui permettent quasiment de capturer du carbone. On est capable de faire des biocarburants, si vous les utilisez, en fait, vous favorisez la capture du carbone dans le sol et en fait, vous le favorisez à travers la pratique agricole. Et ça, ce service écosystémique qui consiste à capturer le carbone, on le valorise à travers cette plateforme Oleose et un prix qui est payé, qui est meilleur pour l'agriculteur. Je pense qu'il faut aller dans ce genre de business model. Ce n'est pas toujours facile à construire, mais si on s'y met, en particulier dans une chaîne de valeur claire, on arrive à le faire. Merci Paul Joël. Effectivement,
Comme le disait Benjamin, il est maintenant temps de clôturer cette table ronde. Alors, avant de passer la parole à Xavier pour la conclusion générale de cette inauguration ou de cette table ronde finale pour l'inauguration du Bioresource Lab, j'aimerais que chacun des participants puisse nous donner un petit mot pour la fin, afin de donner un conseil, une perspective ou un souhait pour le démarrage du Bioresource Lab et peut-être dans la chaîne de valeur m'adresser d'abord peut-être à Jean-Philippe Steyer pour l'INRAE, le chercheur, pour qu'il puisse éventuellement nous donner son petit souhait pour le Bioresource Lab. Très rapidement. Il faut on est contraint par le temps. Merci. Très rapidement, c'est le début d'une belle aventure qu'on travaille, qu'on imagine depuis des années. Et puis je suis ravi que ça débute enfin et on va faire du beau boulot tous ensemble. Merci. Jean, à vous. Écoutez, longue vie au Bioresource Lab. Nous, on est clairement les spécialistes de la valorisation en produits chimiques. Donc, on sera très heureux de travailler avec le Bioresource Lab sur ces axes de développement dans l'industrie des produits chimiques et des produits organiques. Merci. Et vous, Paul-Joël? Alors bon, on a parlé des projets. Moi, je pense aussi aux personnes qui sont formées dans ce genre de laboratoire, parce qu'effectivement, cette bioéconomie, il faut être agile, il faut penser différemment. Et je pense qu'une des missions d'un laboratoire aussi, c'est une mission de formation à travers des jeunes docteurs, à travers des chercheurs qui commencent leur carrière là et qui vont s'aimer dans le groupe Suez ou ailleurs. Je pense que c'est une bonne façon de le faire. Donc, j'attends beaucoup de choses à ce niveau-là. Merci, Paul-Joël. Xavier, je vous cède la parole pour le mot de la fin, pour clôturer cette table ronde. Et encore une fois, je vous remercie de m'avoir invité à participer, à animer cette table ronde. Ce fut un plaisir pour moi d'être en très belle compagnie pendant 1h30. Et puis, encore une fois, merci et bon vent au Bioresource Lab. Voilà. Merci beaucoup, Joël. Merci à vous tous, à tous les panélistes qui nous ont donné un débat de très haute qualité. J'ai vraiment apprécié ces échanges passionnants. On l'a dit, les déchets organiques ont de la valeur. Et je voudrais juste conclure en vous disant que la recherche et la science aussi, et en particulier au sein des entreprises industrielles. On l'a vu, les expertises techniques, parce qu'il y en a plusieurs qui sont mises en jeu, sont essentielles pour identifier les solutions les plus prometteuses, pour relever les défis majeurs qui sont devant nous. Et je suis convaincu, et je porte ce message, je pense que vous êtes convaincus comme moi, que la science et la recherche sont des éléments clés pour apporter des réponses à ces solutions, en particulier au sein d'une entreprise industrielle comme Suez, ou comme celles qui sont autour de la table, avec ce qu'elles apportent, c'est quoi? La capacité de voir plus loin, en restant connectés aux enjeux opérationnels, au marché, en lien avec les partenaires, la recherche et le développement. Et je pense que le Bioresource Lab en est un bon exemple. Et vous tous autour de la table également, on l'a bien montré, c'est dans notre ADN chez Suez de travailler en partenariat avec d'autres. On l'a fait et on continuera à le faire dans le futur. Je pense que, voilà, je veux redire que ce projet, il est vraiment à la croisée des chemins entre des enjeux court terme sur l'amélioration de la performance de ce qui existe, des exploitations existantes à l'instant T, et des enjeux de plus long terme. Vous l'avez vu, on en a parlé beaucoup lors de cette table ronde, avec le développement de nouvelles filières. À l'interface également entre les acteurs académiques, merci Jean-Philippe d'être présent ici, de représenter l'INRAE, les acteurs industriels, merci Paul-Joël pour Avril, les startups, merci Jean pour Afiren, et bien sûr l'écosystème national et international, merci Joanne avec IAR. Voilà, donc écoutez, je pense qu'il est 15h01, c'est vraiment le moment de conclure en vous remerciant tous. En remerciant les équipes qui ont vraiment travaillé activement et pour faire de l'inauguration hier et de cette table ronde aujourd'hui une vraie réussite. J'ai une mention spéciale pour Marion Crest qui dirige le Bioresource Lab et pour Benjamin Percheron qui nous a fortement aidés. Tous les deux ont vraiment contribué très fortement, mais je mentionne également toute l'équipe, toute la communication et tout le monde se reconnaîtra là. Je pense qu'il est temps de clôturer. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux événements, j'espère, autour de la recherche et du développement liés à Suez et à tous ceux qui sont intéressés, passionnés par tous ces sujets. Je sais qu'ils sont nombreux. Merci à tous. À bientôt. À bientôt. Au revoir.